Bonjour, bienvenue à tous, ici Michel mon fils et vous êtes en balade avec moi sur survienumérique.com dans la série sur les chemins de la souveraineté numérique. On a déjà marché ensemble pendant 6 épisodes, on a appris à marcher sans laisser de traces, à installer les outils invisibles qui nous protègent, à transformer nos téléphones en forteresses personnelles, à faire le grand ménage dans nos comptes et nos applications, à gérer nos ondes portées que l'on ne peut jamais complètement effacer et à protéger notre intimité domestique contre l'écoute indiscrète des objets connectés. Alors chaque épisode, là on est à l'épisode 7, c'était une étape dans la construction d'un rapport plus sain, plus conscient avec la technologie, mais aujourd'hui on arrive au cœur du sujet, au fondement même de ce que signifie être libre dans un monde numérique. Ça me tient à cœur parce que cette idée de logiciel libre dont on va parler aujourd'hui, c'est ça qui m'a fait, entre guillemets, basculer, et, et non pas du côté obscur de la force, mais le contraire, du côté lumineux de la force, justement. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de différentes protections, euh, c'est-à-dire les mots de passe, les chiffrements, les messageries privées, etc. Ça, c'est important, elles sont nécessaires. Mais ça reste finalement superficiel si on ne remet pas en question la nature même des outils que nous utilisons. Imaginez que que vous construisez une maison pour vous protéger du froid. Vous installez des fenêtres avec double vitrage, des portes blindées, un système de sécurité perfectionné, tout nickel, parfait. Sauf qu'il y a un détail crucial que vous avez négligé, vous ne possédez pas les plans de votre propre maison. Les architectes ont gardé les schémas originaux et ils savent exactement où sont vos faiblesses. Ils peuvent entrer quand ils veulent, même par les portes verrouillées, parce qu'ils ont conçu les serrures. Donc imaginez ça, c'est tout à fait la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les utilisateurs du numérique, parce que vous utilisez des logiciels propriétaires. On fait confiance à des entreprises qui possèdent le code source. Le code source, c'est-à-dire qui possèdent le code des logiciels. Et le plus connu, c'est Apple, et c'est Windows, et c'est Google, et c'est Facebook, et c'est Amazon. Les GAFAM, exactement. Or, aujourd'hui, la majorité des ordinateurs tournent avec soit comme système d'exploitation Windows, soit comme système d'exploitation un Mac, un Mac OS. Et le pire dans tout ça, c'est que en vrai, les gros ordinateurs, 100% des ordinateurs géants utilisés par les gouvernements, etc., les routeurs sur Internet, les serveurs sur Internet, eux, ils fonctionnent tous avec Linux. C'est-à-dire que pour la vraie sécurité, pour le vrai respect de la vie privée, etc., pour les vrais chercheurs, on va fournir un système d'exploitation, on verra qui est respectueux, qui est sécurisé, qui est fiable, etc. Mais pour le grand public, on lui fait acheter avec ces ordinateurs, obligatoirement, comme une vente liée, des systèmes d'exploitation qui ne sont pas respectueux de la vie privée, pas sécurisés, pas ergonomiques. Et donc, on devient des locataires numériques dans une maison qu'on croyait être la nôtre, mais ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, on va parler de propriété réelle, ce qu'on appelle la souveraineté. Et c'est ça, la force des logiciels libres. Il faut qu'on soit indépendant vis-à-vis des fournisseurs. Et on va comprendre pourquoi ces concepts, aujourd'hui, c'est plus une option, c'est plus facultatif. Ils sont indispensables. Et c'est pas un truc qui est réservé à des experts. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a aucune raison que vous n'utilisiez pas à 100% des logiciels libres qui, dans, on va dire, allez, la grande majorité des cas, sont aussi gratuits. Donc on continue notre marche et c'est important et on va commencer par comprendre les différents paramètres que je viens d'évoquer. La première différence qu'il faut comprendre, c'est l'aspect gratuit par rapport à l'aspect libre. Et ça, c'est une confusion la plus tenace qui empêche beaucoup de gens de saisir l'enjeu véritable. On pense que c'est un logiciel gratuit, c'est forcément un logiciel libre et vice-versa. Ce n'est pas du tout le cas. Logiciel libre, en anglais, ça veut dire free, et c'est ça la compréhension, peut parfois vouloir dire gratuit et parfois veut dire libre, vous le savez très bien. Et en fait, le mot ici fait référence pas au prix,
mais aux 4 libertés fondamentales qui ont été définies par Richard Stallman. Stallman, si je le prononce à la française, je ne sais pas comment on dit en anglais, Stallman. Et lui, c'est le pionnier du mouvement du logiciel libre. C'est extraordinaire, c'est un de mes héros de jeunesse. Alors c'est un personnage controversé, hein, il parle parfaitement français. C'est un bonhomme qui paye pas de mine, qui ressemble à l'idée qu'on se fait d'autrefois d'un geek, le gars derrière son ordinateur, etc., etc. Sauf que Richard Stallman, il est doté aussi d'un esprit, je sais pas comment on dit, anarchiste ou libertaire. Je ne sais pas quel est le bon terme et je m'y connais pas, donc désolé si je me trompe avec ça. Mais vous allez comprendre, il a défini en tant qu'informaticien 4 libertés. La liberté 0. Donc, vous croyez que ça ne concerne que les informaticiens? Attention, vous détrompez-vous, parce que grâce à ça, il y a Internet. Grâce à ça, il y a la plupart des logiciels qu'on utilise. Grâce à ça, il y a Android pour nos téléphones. Grâce à ça, il y a LibreOffice pour le traitement de texte. Il y a Linux, il y a plein de choses grâce à ça. Donc, ça concerne tout le monde aujourd'hui. Donc, la liberté 0 du logiciel libre, c'est la liberté d'exécuter le programme comme on le souhaite, sans restriction. C'est pas un programme où il y a des fonctions qui marchent pas. Non, je peux en faire ce que je veux. Deuxième chose, mais ça c'était la liberté 0. La liberté dite 1, c'est étudier comment le programme fonctionne et le modifier pour qu'il fasse ce que vous voulez. Évidemment, si vous m'écoutez, que vous n'êtes pas informaticien, vous ne savez pas étudier comment le programme fonctionne ou le modifier. Oui, mais à partir du moment où je donne les sources du logiciel, n'importe qui peut le modifier. Et ça, c'est extraordinaire. Et tout le monde peut vérifier que le programme fait bien ce qu'il dit qu'il fait. Quand un programme est fermé, un logiciel propriétaire, ils disent « Oh, on respecte, on fait ci, on fait ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça ». On n'a que leurs mots pour le croire. On ne sait pas. Et vous savez très bien que les GAFAM ne sont pas réputés pour faire ce qu'ils disent et pour respecter la vie privée, la sécurité des gens, etc. etc. La liberté 2, c'est pouvoir redistribuer des copies pour aider votre voisin. C'est-à-dire, j'ai acheté ce programme, par exemple, et je peux le donner, le dupliquer à quelqu'un d'autre. Et la liberté 3, c'est de pouvoir améliorer le programme et publier les améliorations pour le bien commun. J'ai le droit. Si un logiciel ne respecte pas ces 4 libertés, il n'est pas considéré comme un logiciel libre, peu importe son prix. S'il est gratuit et qu'il ne respecte pas ça, c'est pas un logiciel libre. Le logiciel propriétaire, lui, par définition, il restreint ses libertés. On ne peut pas voir le code, on ne peut pas modifier le logiciel, on ne peut pas le passer à quelqu'un d'autre. On doit faire confiance à l'auteur du logiciel pour que chaque changement soit correctif, chaque nouvelle version, on doit attendre son bon vouloir s'il le fait, s'il continue à prendre en charge ce logiciel ou pas, et on est coincé. Tiens, je viens de lire un article pas plus tard que tout à l'heure. Les premières liseuses, Amazon, les premières liseuses Amazon, il y a encore des milliers de personnes qui les utilisent dans le monde. Ils viennent de décider, Amazon, qu'ils ne les prennent plus en charge. Ça veut dire que des centaines de milliers de personnes ne peuvent plus accéder à leurs livres, télécharger des nouveaux livres, récupérer des livres qu'ils ont achetés sur Amazon, etc. Terminé, bloqué. Vous êtes obligé de racheter le nouveau truc. Pourquoi ? Parce que comme ce sont des logiciels fermés, on n'y a pas accès, on ne peut pas les modifier, on ne sait pas comment il fait, et donc on est coincé, on est tributaire du matériel et du logiciel qui va avec. Ça, c'est juste un truc que j'ai lu aujourd'hui. Si vous prenez l'exemple que j'avais prévu dans mon papier, c'est prenez Microsoft Office. Microsoft Office, c'est payant. Vous devez acheter une licence. Elle vous donne quoi, cette licence ? Et réfléchissez que dans l'administratif, jusqu'à encore très récemment, et c'est ça qui m'a fait, il y a 25 ans, changer de bord, ou plus, je ne sais plus, c'est la fin des années 90, en disant mais c'est pas possible que le gouvernement achète des licences Microsoft Office et achète des licences à Microsoft Windows, alors qu'il pourrait faire la même chose en mieux, en logiciel ouvert, modifiable par n'importe quel informaticien, et gratuitement. Donc ça veut dire qu'on a donné depuis 30 ans des millions et des millions et des millions à Microsoft. C'est pas tellement que j'en ai contre Microsoft, bien que je n'aime pas sa manière de faire, c'est que cet argent aurait pu être largement économisé, faire des logiciels qui fonctionnent beaucoup mieux, ne pas avoir besoin d'ordinateurs surpuissants pour les faire fonctionner, etc., etc. Donc je reviens à mon exemple. Vous achetez une licence Microsoft Office.
l'autorisation que vous avez est limitée d'utiliser le logiciel. Vous n'avez pas le droit de regarder comment il fonctionne, vous n'avez pas le droit de le modifier pour l'adapter à vos besoins. Si, comme mon exemple de liseuse, Microsoft décide demain d'arrêter le service, vous en perdez l'accès. Et si une faille est découverte, vous devez attendre qu'il la corrige. Vous êtes passif, vous êtes dépendant du bon vouloir de Microsoft, alors que vous avez payé un logiciel relativement cher déjà. Si on prend l'équivalent, qui est open source, mais aussi gratuit, LibreOffice, que moi j'utilise depuis, alors avant ça s'appelait OpenOffice, maintenant ça s'appelle LibreOffice, que justement c'est un des premiers logiciels que j'ai utilisé dans mes différentes entreprises pour travailler, donc sans licence Microsoft Office. Si vous utilisez LibreOffice, si vous ne l'utilisez pas, faites-le tout de suite. Arrêtez d'utiliser Microsoft Office, utilisez LibreOffice, ça fonctionnera beaucoup mieux, et ce sont des standards ouverts. Bref, c'est open source, n'importe qui peut examiner le code, n'importe qui peut proposer des modifications, n'importe qui peut créer sa propre version adaptée à ses besoins spécifiques, et puis évidemment, personne ne peut arrêter le projet tant qu'une communauté continue à le maintenir. Vous vous dites, modifier des modifications, quoi ça m'importe? Évidemment, vous, moi, non, on va pas être capable. Mais pensez au gouvernement français qui a des licences Microsoft Office pour des milliers, dizaines de milliers de postes dans les écoles, dans les administrations, etc. Déjà, en plus, on ne sait pas si Microsoft en profite pour espionner avec des backdoors tout ce qu'il y a dans nos administrations françaises. Mais des fois, ça fait pas ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Microsoft dit: «Ah, vous voulez ça? Va falloir payer des millions supplémentaires». Alors que là, vu le nombre d'informaticiens qu'il y a en France, il y a bien une dizaine d'informaticiens qui peuvent se retrouver autour d'une table de travail et pour quelques milliers d'euros dire: «Ah attends, la fonction qu'il faut spécifique pour l'éducation nationale ou pour les enfants ou quoi, c'est ça». Pif paf pouf, ils le font et c'est déployable immédiatement et ça n'aura à rien coûté. Et en plus, on est sûr que LibreOffice n'espionne pas tout ce qu'on tape sur nos ordinateurs. Donc en gros, la différence fondamentale, logiciel libre, logiciel propriétaire, logiciel fermé, c'est que le logiciel libre, il vous rend maître de l'outil, alors que le logiciel propriétaire vous met en situation de locataire perpétuel. Vous n'êtes jamais propriétaire, en fait, du logiciel. Vous avez juste une licence. C'est une distinction philosophique qui est profonde. Merci Richard Stallman. Ça touche à la dignité humaine. Savoir utiliser quelque chose sans savoir ce qu'il contient, c'est comme manger quelque chose sans connaître les ingrédients du repas. C'est obligatoire d'avoir accès aux ingrédients. Donc on peut faire bien sûr confiance au chef, au cuistot, mais la confiance aveugle, c'est pas une stratégie de survie durable. Hein, je veux savoir, c'est quoi là qu'il y a dans mon assiette? C'est quoi les ingrédients? Non, c'est top secret, machin. Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Bon, ok, je vais voir ailleurs. Alors, là, on a parlé de l'importance du logiciel libre. Maintenant, parlons sécurité. Ça nous intéresse beaucoup. Vous savez bien que mon petit slogan, c'est liberté, vie privée, sécurité et minimalisme numérique. Donc là, arrêtons-nous un instant sur l'aspect sécurité. J'ai beaucoup parlé dans les épisodes précédents de chiffrement, de mots de passe, de bonnes pratiques. Mais il faut être honnête, aucune de ces mesures ne garantit réellement votre vie privée si le logiciel que vous utilisez contient une porte dérobée intentionnelle. Une porte dérobée, c'est quoi? On appelle ça une backdoor. C'est une faille qui a été créée volontairement dans un logiciel pour permettre au créateur du logiciel de contourner toute sécurité. C'est-à-dire que la serrure de votre porte, chez vous, elle est conçue de telle manière que le fabricant il puisse aussi l'ouvrir à distance avec un bouton spécial. Vous pouvez installer des alarmes, des caméras, des détecteurs de mouvement, mais le fabricant, il garde toujours une clé de chez vous. C'est toujours, je sais, c'est un truc comme ça nous titille un peu comme vous avez déménagé, et puis vous vous dites, qu'est-ce que je fais parce que est-ce que vous achetez une nouvelle maison, vous dites, est-ce que l'ancien propriétaire il a gardé les clés de la porte? Est-ce qu'il a gardé les clés de la boîte aux lettres? Et potentiellement, je suis à risque, je suis en danger. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, cette métaphore, c'est d'avoir cette notion que est-ce que quelqu'un d'autre a les clés de chez moi? C'est ça, une porte dérobée. Et je vous rappelle que beaucoup de gouvernements font toujours pression pour demander aux créateurs de logiciels de mettre une porte dérobée auquel les agents de l'État puissent accéder. En fait,
À partir du moment où vous avez un logiciel propriétaire, il est impossible de savoir s'il existe une telle porte dérobée ou pas, parce que le code est caché, il est fermé, il est secret, et on ne peut que croire la bonne parole du fabricant. S'il me dit on ne collecte pas vos données, on ne vend pas vos informations, on n'a aucun moyen de le savoir, aucune vérification. Vu que dans un logiciel libre, le code il est public, il est accessible, il est modifiable, ça veut dire qu'il y a des milliers de développeurs, et c'est ce qui se passe sur les gros projets. Évidemment, un tout petit projet fait par juste une personne, il n'y a personne qui regarde véritablement, mais vous n'allez pas utiliser un programme que 10 personnes utilisent, mais vous utilisez LibreOffice, vous utilisez Linux, vous utilisez des logiciels très connus, Bitwarden ou autres, non seulement vous allez avoir des milliers de personnes qui regardent ces logiciels, et c'est réellement ce qui se passe, la communauté évolue énormément, et ils annoncent les bugs qu'il y a, les bugs sont corrigés par la communauté, etc. Mais en plus, vous avez des audits souvent qui sont faits par des personnes extérieures. Donc ça veut dire que donc, vous avez des milliers de développeurs, des chercheurs en sécurité, des organisations indépendantes qui peuvent examiner ce logiciel. S'il y a une faille, elle est en général trouvée très rapidement. Bon, pas toujours, mais en général c'est le cas. Et s'il y a une intention malveillante derrière, elle sera exposée. C'est un principe en informatique qui dit, alors je vais essayer de vous le dire en anglais, many eyes make all bugs shallow. Ça veut dire beaucoup d'yeux rendent tous les bugs superficiels. Si on est très nombreux à regarder un truc, les bugs, c'est beaucoup plus facile de les voir. Ils deviennent superficiels. J'ai cité par exemple à plusieurs reprises dans les épisodes précédents comme messagerie pour remplacer les SMS ou pour communiquer ou pour parler, Signal. J'ai parlé souvent. Signal, c'est un standard de confiance dans les messageries chiffrées. Ça veut dire respectons la vie privée et sécurisée. Son code source, il est ouvert, il est auditable publiquement, il est vérifiable par n'importe quel expert. Et si quelqu'un voulait ajouter une fonctionnalité de surveillance, la communauté le trouverait tout de suite, le verrait tout de suite. Tandis que WhatsApp, WhatsApp ça appartient à Meta. Meta c'est Facebook. WhatsApp ça utilise le protocole de Signal pour le chiffrement. Le protocole de Signal c'est considéré comme le standard mondial du chiffrement des communications. Donc ils utilisent ce standard. Mais le client propriétaire WhatsApp lui-même, il est client final, il est propriétaire. Et donc on ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière l'interface. On doit donc faire confiance à une entreprise qui s'appelle Facebook, qui s'appelle Meta, et cette entreprise n'a pas dans son historique, on va dire, les éléments, les arguments qui nous permettent de lui faire véritablement confiance. En bas, puisqu'on sait que justement le modèle économique de cette entreprise, il repose sur l'exploitation des données personnelles. Donc là, je ne suis pas dans une théorie du complot, c'est une analyse qui est basé sur l'architecture disponible. C'est comme ça. Est-ce que vous payez pour utiliser Facebook? Non. Comment ils font? Ils gagnent des millions. C'est une des entreprises qui est les plus rentables au monde, une des plus grosses entreprises au monde. Vous croyez, ils trouvent où l'argent? Ils ont trouvé un moyen de faire pousser l'argent gratuitement? Non, ils vendent nos données, vos données. Donc, la transparence, ça doit être privilégié pour tous les logiciels qu'on utilise. C'est aussi simple que ça. Ça peut vous sembler abstrait, parce que quand je vous dis ça permet d'examiner le code, vous et moi, utilisateurs lambda, on ne va pas examiner le code, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas comment faire. Donc évidemment, pour nous, c'est abstrait. Mais il y a une communauté de pairs qui le font. Il y a énormément de codeurs qui le font. Et donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On devrait se tourner naturellement vers des logiciels derrière lesquels il y a une communauté qui existe, qui est active et qui est respectée et qui nous respecte aussi. C'est très important. Alors concrètement, parce que maintenant on va passer au concret. Tout ça c'était, oui, c'est de la théorie, le logiciel libre, oui, souveraineté. Mais maintenant on fait comment? Quel logiciel je vais vous recommander le plus et comment on fait? Alors dans mon bouquin, Manuel de survie numérique pour tous, je vous donne toute une stratégie, comment faire, etc. Je vous donne des listes. Donc reportez-vous au bouquin si vous voulez en savoir plus. Mais maintenant, parlons concret. Première catégorie, j'ai déjà évoqué la bureautique. Donc dans la bureautique, aujourd'hui le marché est dominé, mais je me demande pourquoi, par Microsoft Word, Excel et PowerPoint. D'ailleurs, les gens ils disent pas traitement de texte, ils disent Word. Ils disent pas tableur, ils disent Excel. Ils disent pas comment on doit dire diapo, ils disent PowerPoint. Tu sais quoi ton fichier PowerPoint?
Alors que vous avez LibreOffice qui offre une alternative absolument complète, gratuite, open source. Vous avez le module Writer qui remplace Word, Calc qui remplace Excel, Impress qui remplace PowerPoint. La compatibilité, elle est excellente. Elle n'est pas parfaite si vous avez si vous avez des fichiers très complexes, avec une mise en page complexe, avec beaucoup d'images dans tous les sens et des trucs, il peut y avoir des petits problèmes de mise en page. Mais enfin, pour 99% des utilisateurs et 99% des fichiers qu'on utilise, des courriers, des machins, des trucs, vous ne verrez aucune différence. Allez, on va dire pour 95% des usages courants, c'est parfaitement adapté. Si en plus vous basculez toute votre entreprise, vos sociétés, vos collègues, votre école avec LibreOffice, bah, la compatibilité sera parfaite. Ça, c'est plus facile. Vous allez sur LibreOffice, vous cherchez LibreOffice, vous allez sur leur site officiel, je crois que c'est de tête libreoffice.org, quelque chose comme ça, et vous allez le trouver, vous l'installez, vous testez, vous voyez comment ça marche. Tout simplement, vous ouvrez les documents que vous faisiez avec Word, vous le faites avec Writer, vous ouvrez le document, vous dites ah bah oui c'est pareil. Alors évidemment le seul truc qui change c'est que des fois des petits looks, des petits menus sont pas au même endroit qu'on pensait. Ah mais à 90% c'est pareil, il y a des petites fonctions que vous avez ou des petits codes clavier qui sont pas peut-être exactement pareils. C'est comme pour tout, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, acheter une nouvelle voiture, un nouvel appareil, bah, il faut s'habituer à cette nouveauté. C'est plus dans la tête que ça se passe. Une fois que vous serez habitué, vous trouverez que l'ergonomie est meilleure. Et puis voilà, c'est juste une question d'adaptation, d'apprentissage, mais ça en vaut largement la peine, sans compter toutes les économies que vous allez faire, à part acheter ces licences d'un logiciel qui, bon bref, respecte pas ceci, cela. Deuxième catégorie, le navigateur web. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose là aussi que je ne peux pas comprendre. C'est Chrome qui domine 80% du marché. Je vous rappelle que Google, c'est eux qui font Chrome, ont été à plusieurs reprises condamnés parce que abus de position dominante, ils forcent Chrome sur les ordinateurs, gros contrat avec Microsoft, ceci, cela, bref, bref, bref. Aujourd'hui, l'alternative que moi je vous recommande, qui est majeure, et si des geeks m'écoutent, enfin les geeks ils m'écouteront pas de toute façon, mais il existe plein d'autres super logiciels pour naviguer sur Internet que je recommande dans mes formations, etc. Mais là, pour la majorité des gens, ma recommandation c'est Firefox, c'est l'alternative libre majeure, et vous rajoutez uBlock Origin, c'est une extension, c'est très important. N'utilisez pas Firefox tout seul, vous utilisez Firefox plus uBlock Origin. Qu'est-ce que ça va faire? Bah, déjà, ça va plus vous pister, c'est beaucoup plus sécurisé, et bye bye les pubs. Quand je dis bye bye les pubs, c'est vous ne verrez plus de pubs du tout en naviguant sur Internet. C'est à peu près un tiers, enfin c'est énorme, et y compris sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, les vidéos et tout, bye bye les publicités. Donc c'est super important. Autre recommandation de ma part, Brave ou Brave, c'est basé sur Chrome, hein, si vous voulez, et il y a des protections déjà intégrées. Donc là, il n'y a pas besoin de télécharger uBlock Origin, il est déjà intégré dedans, dans Brave. Brave. Je suppose qu'on dit Brave, mais voilà, Brave. Donc la troisième catégorie, pour moi, la plus importante, c'est le système d'exploitation. Vous savez, hein, ça c'est le gros truc, Windows et macOS, ce sont des systèmes d'exploitation, des OS, qui sont propriétaires. Ben, la famille de logiciels libres, grand public, ouverts et gratuits, s'appelle GNU Linux. Vous avez plutôt entendu le mot Linux. Bon, le terme approprié, c'est GNU Linux. Ce Linux, allez, on va dire ça comme ça, ce GNU Linux, il y en a plein de moutures différentes. Il n'y a pas une seule mouture. Par exemple, dans Windows, vous avez Windows 11 en ce moment, c'est ça. Vous n'avez pas le choix. Vous achetez un ordinateur, c'est Windows 11, c'est tout. Je suppose que dans quelques mois, ce sera 12 et puis 13, etc. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas différentes. Vous êtes professionnel, vous n'êtes pas professionnel, vous êtes ceci, cela. C'est Windows 11 et point, c'est tout. Pareil pour les Mac, vous n'avez pas le choix. Vous achetez un Mac, vous avez le logiciel qui vous est mis dessus. Dans Linux, il y a ce qu'on appelle des distributions. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Certaines distributions sont plus pour le grand public, et je vais vous en recommander tout de suite. D'autres sont plus pour les programmeurs. D'autres sont plus pour les gens qui ont besoin de plus grande sécurité. D'autres répondent plus à tel ou tel critère. Et il y a des dizaines, si pas centaines, de variantes différentes de Linux. Et donc, vous allez pouvoir avoir un système d'exploitation qui correspond exactement à ce que vous voulez faire. Par exemple, il y a des Linux spécifiquement faits
pour les écoles, oui, pour les enfants, avec des protections, avec des logiciels, avec des fonctionnalités spécifiques. Alors ces distributions, elles s'appellent Ubuntu, Fedora, Debian, on dit Debian en français, mais Debian en anglais, Mint, Manjaro, etc., etc. Et chacune a des spécificités. Alors le point de départ pour les débutants, pour la majorité des gens qui m'écoutent, ce sera Linux Mint. C'est une interface qui est familière, avec un support matériel étendu. Il y a une grande communauté, donc si vous avez des questions, vous trouverez réponse à vos questions. Alors, évidemment, quand vous achetez un ordinateur et que Windows, il arrive dessus, bah, vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour apprendre à utiliser Windows et il était déjà installé. Donc vous avez appuyé sur le bouton de démarrage et puis ensuite, vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû utiliser Windows. Bah, pour Linux, il faut d'abord l'installer, donc il y a une procédure. Je vous dis juste un truc, il y a possibilité de télécharger Linux, de le mettre sur une clé USB, de démarrer notre ordinateur sur la clé USB, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est vrai, et d'utiliser Linux à partir d'une clé USB. Ça veut dire que vous ne touchez rien à l'ordinateur. Et vous pouvez comme ça tester une version de Linux et même travailler dessus, envoyer des fichiers, aller sur Internet, utiliser LibreOffice, tout ça gratuitement à partir de n'importe quel ordinateur du monde. Moi, je me promène toujours, là j'ai mon trousseau de clés avec moi, il y a une petite clé USB dessus sur laquelle j'ai une distribution Linux. Si je me retrouve n'importe où en déplacement professionnel, en vacances ou autre, n'importe quel ordinateur, je peux m'y connecter avec cette clé et j'accède à un système d'exploitation complet, ce qui me permet une grande confidentialité en utilisant l'ordinateur de quelqu'un d'autre et puis de ne pas toucher à un ordinateur de quelqu'un d'autre, à rien du tout. Donc c'est bien pour tout le monde. Donc évidemment, il y a des petites connaissances à connaître, mais en fait ces connaissances, bah, vous, quand vous avez utilisé Windows, vous avez dû apprendre énormément à utiliser Windows. Bon, c'est beaucoup plus facile de faire le passage Windows à Linux et une distribution Linux comme Linux Mint, c'est très facile ergonomiquement, et cetera et c'est rien d'extraordinaire. Alors, il y a d'autres limites. Parfois, si vous avez un ordinateur très récent avec du matériel nouveau et dernier cri, Linux peut ne pas encore l'avoir pris en charge. C'est possible. Bon, c'est de plus en plus rare. Certains matériels peuvent ne pas être compatibles. Certaines applications professionnelles n'existent pas sous Linux. Voilà. Ça, c'est vrai, il y a des applications qui peuvent nous être imposées par je ne sais pas quoi, un comptable, par je ne sais pas quoi. Et les jeux aussi, certains jeux fonctionnent moins bien sous Linux, même si maintenant il y a comment on pourrait dire, des sortes de logiciels qui permettent de faire fonctionner les jeux sous Linux, qui s'appellent Proton, rien à voir avec les mails, Proton Mail, et Steam Play. Voilà. Mais vous avez aussi la possibilité sur votre ordinateur de créer un dual boot, c'est-à-dire qu'au démarrage de l'ordinateur, vous avez installé Linux à côté de Windows et il vous demandera, vous voulez démarrer Linux ou Windows? Vous dites Windows parce que vous voulez jouer ou utiliser votre logiciel professionnel, vous le faites, et pour tout le reste, vous utilisez Linux. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est embêtant, on veut tout faire sur le même système d'exploitation, et je vous assure que ma vieille maman et des tas d'autres gens, je leur ai installé, qui a plus de 80 ans, installé Linux depuis déjà 20 ans et qu'ils utilisent Linux sans problème. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus ergonomique. Et surtout, on peut l'installer sur des vieilles machines, ça fonctionnera très bien. Alors que Windows, il vous impose d'avoir une machine récente. Vous pouvez utiliser un ordinateur d'il y a 15 ans. D'ailleurs, si vous avez un vieil ordinateur d'il y a 15 ans, vous mettez Linux dessus, il va être comme neuf. Pas dernière, quatrième catégorie, la gestion des documents et le stockage dans le nuage, dans le cloud. Google Drive, Dropbox, OneDrive, ils dominent aujourd'hui, ces trois acteurs, le marché du cloud, du nuage. C'est dommage, c'est payant, c'est pas sécurisé du tout, c'est pas chiffré. Vos fichiers sont accessibles par n'importe qui travaille chez ces gens-là, ou presque n'importe qui, alors que vous pouvez utiliser par exemple Nextcloud, ça demande aussi quelques petites connaissances techniques, mais pas insurmontables, qui permet de créer votre propre cloud sécurisé, auto-hébergé, ou héberger chez un fournisseur de confiance. On prend un petit abonnement pour avoir son Nextcloud installé dessus et on garde le contrôle total de nos fichiers, partage sécurisé, collaboration en temps réel et évidemment le chiffrement côté serveur et côté client, c'est-à-dire de chez vous et là-bas. Ce qui n'est pas le cas des propriétaires. C'est pas chiffré. Donc en gros, c'est comme envoyer que des cartes postales et avoir des fichiers cartes postales. C'est pas ce qu'on veut, surtout pour le boulot. Évidemment, là, pour installer Nextcloud, il faut des petites connaissances techniques. Mais c'est pas hyper compliqué.
C'est pas aussi simple que cliquer, créer un compte Google gratuit. Bah oui, si Google il vous offre tout ça gratuitement, il y a aussi des raisons. Alors, on peut couper la poire en deux. Il y a aujourd'hui des, des acteurs qui proposent des drives et des possibilités de travail collaboratif sur des fichiers payants et chiffrés. Je vous recommande par exemple Proton Drive. Ça, c'est très intéressant. Proton Drive, le même qui font les mails ou le VPN, propose du cloud chiffré. Et ça, c'est très intéressant. Et du partage de documents et du travail collaboratif. Alors maintenant, il faut qu'on aborde les messageries. Hyper, hyper important. Parce que Outlook ou Gmail, c'est propriétaire. Ça, c'est très, très dommage. Alors maintenant, deux choses. Première chose, vous pouvez utiliser vos emails que vous avez aujourd'hui, peu importe chez qui vous êtes, avec Thunderbird. Thunderbird, c'est un client mail. C'est-à-dire que vous lisez vos mails dans Thunderbird, aussi bien sur votre téléphone que sur votre ordinateur. C'est un client libre, open source, qui fonctionne hyper bien. Maintenant, ma recommandation, c'est d'utiliser des mails chiffrés. Et les deux acteurs majeurs du marché, c'est d'un côté Proton Mail, que je viens de citer, qui est suisse, qui n'est pas 100% open source, mais en grande partie, et vous avez Tuta, qui est 100% open source et qui est allemand. Moi, juste pour une boîte mail, et en plus les deux proposent des boîtes mail gratuites et chiffrées, tant que vous n'utilisez pas je ne sais pas combien de gigas, mais c'est largement suffisant pour la plupart des gens pour démarrer, je vous recommande Tuta. Voilà, ça c'est très important. On va pouvoir aborder, dernière catégorie pour ce podcast, ce sera suffisamment long, les mobiles, c'est-à-dire les téléphones, les ordiphones. Android aujourd'hui, c'est basé sur ce qu'on appelle AOSP, ça veut dire Android Open Source Project. Sauf que Google, c'est un petit malin, il a pris le Android AOSP et il a rajouté dedans des services Google propriétaires. Donc, il existe des versions modifiées. Alors, avec un peu de chance, vous pouvez, si vous avez un téléphone compatible, vous pouvez installer Lineage OS ou Calyx OS. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site de Calyx OS ou Lineage OS. Vous regardez si votre téléphone est compatible. Si c'est le cas, vous êtes très chanceux et vous pouvez installer, attention, ça va tout effacer, donc il faut sauvegarder toutes vos données d'abord, ces systèmes d'exploitation qui sont libres et beaucoup plus sécurisés, moins de pistage ou pas du tout, etc. Mais pour l'installer, je vous avoue, c'est pas hyper simple. En revanche, si vous avez un téléphone Google Pixel. Si vous avez l'intention d'acheter un nouveau téléphone, vous achetez un téléphone Google Pixel et vous allez installer GrapheneOS. Là, par contre, il suffit de le brancher, d'aller sur le site internet de GrapheneOS avec un navigateur web, on branche le téléphone, on suit la procédure, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Seul inconvénient, GrapheneOS, ce sera en français, mais la procédure d'installation sur le site, elle est écrite en anglais. Voilà. Si vous avez un téléphone, j'ai envie de dire, si malheureusement vous avez un iPhone, c'est complètement fermé, iOS, il n'y a aucune alternative viable. Sur un iPhone, on ne peut rien mettre d'autre. Ma recommandation, ils vont crier, ça se revend bien. Revendez votre iPhone, achetez un Google Pixel et vous installez dessus GrapheneOS. Non, c'est pas une blague. Voilà. Bon. En gros, là, j'ai évoqué 5 catégories. Il existe dans chaque domaine, et je n'ai pas évoqué plein d'autres choses, des alternatives libres. À chaque fois, l'effort nécessaire, ce n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas que ce sont des applications obscures et complexes, etc. C'est l'effort d'adaptation, c'est un apprentissage. Et dans certains cas, éventuellement un confort un petit peu moindre. Mais quand, franchement, on voit de l'autre côté l'ergonomie, la sécurité, le respect de la vie privée, le non-pistage, la gratuité, franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc la vraie bataille, elle n'est pas technique, hein. Aujourd'hui, alors, je ne vous parle pas d'il y a 20 ans, d'un 20 ans quand moi je m'y suis mis, il y a 30 ans, 25 ans, c'était galère, il fallait installer, c'était des procédures, ça marchait plus ou moins bien, il fallait connaître du code, etc. Et apprendre, et acheter des magazines et des bouquins pour apprendre plus ou moins à programmer des trucs et tout, faire fonctionner les Linux, les logiciels libres, ça se faisait en ligne de code, il n'y avait pas d'installation graphique, etc. Maintenant, c'est fini tout ce temps-là. Donc la vraie bataille aujourd'hui, elle n'est plus technique, elle est purement psychologique. Encore, c'est pas fini. Un aspect très important dans le logiciel libre, c'est la force collective. Parce que quand vous utilisez un logiciel propriétaire, en fait, on est seul face à une entreprise. Si un problème survient, on doit contacter leur support. Et je vais vous dire, la plupart du temps, le support, c'est payant et c'est mauvaise qualité, vous devez attendre. Si en plus le logiciel échange trop, vous pouvez vous plaindre tant que vous voulez, ils n'en ont rien à faire.
L'entreprise, de toute façon, ne vous doit rien parce que le logiciel, il ne vous appartient pas. Vous êtes juste locataire, vous n'êtes pas content, ils vont vous dire changez de crèmerie. Le code n'est pas le vôtre. Alors que quand vous utilisez un logiciel libre, vous faites véritablement partie d'une communauté. Vous n'êtes plus un consommateur isolé, vous êtes potentiellement un contributeur, un bénévole potentiel, un examinateur potentiel. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans LibreOffice, en déclarant des bugs, en suggérant des choses, en participant à des forums pour aider d'autres personnes. C'est ce que j'ai fait pour des logiciels de photo, pour d'autres logiciels. J'ai participé à faire des traductions. Moi, je ne sais pas coder, donc je ne suis pas informaticien. Mais je parle bien anglais. Donc j'ai traduit des logiciels. Alors au début, c'était parti de logiciels qui pouvaient être éventuellement payants, ou que je voulais recommander à d'autres gens qui ne parlent pas anglais. Et donc, j'ai contacté les développeurs en disant, voilà, je peux vous traduire le logiciel, vous m'offrez une licence du logiciel. Je me rappelle, à l'époque, sous Linux, les imprimantes que j'avais n'étaient pas prises en charge et il y avait un logiciel payant pour le prendre en charge. Je leur ai dit, écoutez, vous me l'offrez, une licence... une licence complète pour que je puisse utiliser toutes les fonctionnalités de mon imprimante et en échange, je vous le traduis en français. Et depuis ce jour-là, ça existe toujours, ma traduction, voilà. Et je l'ai fait pour d'autres raisons, des fois purement par volonté d'aider la communauté, d'aider des traductions de logiciels. Et je le fais toujours parce que parfois, je dois utiliser un petit logiciel pour mon site web, pour un site web, je dis mon site web, mais j'en ai tout un tas, pour un site web, et puis le module que j'utilisais pas en français, donc je traduis, et puis ensuite vous donnez, vous partagez à la communauté cette traduction, et voilà, quoi. Donc voilà, un logiciel libre, en l'utilisant, vous faites partie d'une communauté, d'une association, si vous voulez. Vous n'êtes plus un consommateur isolé, vous êtes un contributeur potentiel, un bénévole potentiel, et comme je vous viens de me répéter, un examinateur potentiel. Dès qu'un bug est trouvé, la communauté, elle travaille dessus. C'est les priorités. Si une fonctionnalité est souhaitée, il faut un peu des petits sondages. Qu'est-ce que serait votre priorité? Qu'est-ce que vous voulez voir comme machin et tout? Et puis, la communauté, elle peut le développer. Parfois, et ça arrive tout le temps dans le logiciel libre, et c'est pas un inconvénient, c'est une grande force, il y en a qui disent, là, les développeurs, ils vont pas dans une direction qui nous plaît, ou il y a des fonctionnalités qu'on voudrait, mais les développeurs, ils sont pas convaincus. On va créer ce qu'on appelle en informatique un fork. Un fork, ça veut dire non pas une division, mais une fourchette, donc une dent supplémentaire. Et donc, puisque le logiciel est libre, ils le prennent et ils font une mouture qui correspond mieux à leur demande. Par exemple, Firefox. J'ai évoqué Firefox comme navigateur Internet. Super bien. Il existe des dizaines de forks différents. Il y en a qui veulent un Firefox où il n'y ait pas de possibilité de ceci ou de cela. Il y en a qui ont durci Firefox pour qu'il y ait des fonctions, plus encore de sécurité. D'autres font des Firefox qui répondent à telle ou telle demande bien spécifique. Donc il y a des dizaines de variantes de Firefox. Mais le Firefox de base, il existe toujours. Donc un fork, c'est une copie du code et de continuer ce logiciel dans une autre direction. En plus, c'est hyper démocratique parce que ça évite les dérives autoritaires. Vous avez Microsoft et Apple, ils font ça constamment. Ils imposent aux gens un fonctionnement, les gens ne sont pas contents, paf. Moi, avant, j'ai utilisé plus d'une dizaine de moutures de Linux différentes. Et parfois, tout d'un coup, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, Ubuntu a fait un gros changement au niveau d'un truc, bon, bref. Moi, je dis, mais je ne me reconnais pas du tout, c'est pas du tout, le look change complètement, c'est pas du tout, ça me plaît pas du tout. Et à partir de là, j'ai arrêté d'utiliser Ubuntu. Ubuntu a changé depuis, il y a plein d'autres choses qui se sont passées, je ne suis pas revenu, mais je pourrais y revenir. Voilà, j'ai pris une habitude avec d'autres distributions, mais le Ubuntu de l'époque ne me plaisait pas. Si c'était la même chose avec Windows, vous n'avez pas de choix. Il n'existe qu'un seul Windows, la version en cours. D'ailleurs, en ce moment, c'est un gros problème. Ils vont arrêter la prise en charge de Windows 10 et des centaines de milliers de postes ordinateurs. Ils ont dit, je ne sais plus combien, de centaines de milliers à la poubelle. C'est stupide, et il y a tout un courant, j'ai entendu les infos là aujourd'hui, etc. Mais non, mais c'est stupide, ne faites pas ça. Ils disent on va jeter des centaines de milliers d'ordinateurs là en France et tout, parce que ces ordinateurs ne sont pas compatibles avec Windows 11. Eh oh, arrêtez ça tout de suite. Vous prenez une clé USB, vous allez sur Linux Mint, vous téléchargez Linux Mint, vous le mettez sur la clé USB, vous mettez la clé USB dans votre vieil ordinateur, vous démarrez sur la clé USB, vous aurez un ordinateur qui sera beaucoup plus puissant, rapide, moins de bugs, respectant la vie privée, confidentialité, sécurisé, etc., etc. Génial, voilà, terminé, adieu ce Windows, adieu, ne pas marcher dans ce système commercial immonde qui en plus nous prennent nos données, bref, les revendent à des tiers, à des courtiers de données, du spam, du machin, du truc, de la pub, il y en a marre. Oh là, je m'emporte, oh là, je m'emporte. Vous le sentez quand je sors de mon, de mon script. Donc voilà.
Voilà, là je vous ai dit des trucs. Eh ben, je vais vous donner un exemple politique très fort. Quand la Russie elle a envahi l'Ukraine, et là j'ai marqué la date, c'était en 2022, j'arrive pas à le croire, on est en 2026 au moment où je vous parle, ça fait si longtemps déjà, quelle horreur, bref. Eh ben, les projets open source ukrainiens, ils ont continué à fonctionner alors que les services fermés, propriétaires, ils ont été coupés, bloqués. Microsoft a arrêté les ventes en Russie, Apple a stoppé iTunes, mais les serveurs Git, les dépôts Linux, les serveurs Git, c'est là où les logiciels libres, on peut déposer tous les projets que Git, c'est comme, ce sont des serveurs sur lesquels tous les informaticiens qui font du libre, tous les codeurs, tous les développeurs mettent leur logiciel, les sources du logiciel pour que tout le monde puisse y accéder. C'est ça. Donc, les serveurs Git, les dépôts Linux, ils ont continué. C'est la résilience d'un système qui est décentralisé. Et là, vous voyez, si demain, et c'est en train de se profiler, monsieur Trump, il dit on coupe tous les GAFAM pour l'Europe du jour au lendemain, plus de Microsoft, plus d'Apple, plus de Facebook, plus d'Amazon. Vous imaginez la catastrophe économique pour les services français? Et d'ailleurs, ça ne devrait pas pouvoir être possible, mais on est devenu, nos gouvernements, nos administrations, dépendants des GAFAM. Il y a pas de souveraineté logicielle, alors qu'on dépense des millions dans ces logiciels, alors qu'on pourrait faire autrement avec les logiciels libres. Enfin bref. Donc, c'est pas une solution miracle, hein, entendons-nous bien, mais les communautés, parce qu'il y a aussi des communautés, les communautés c'est des humains, des communautés de logiciels libres, et il y en a qui peuvent être toxiques, qui peuvent être élitistes, qui peuvent être fermés, qui peuvent commettre des erreurs, mais évidemment à partir du moment où on a une gouvernance collaborative, globalement ça reste plus éthique et durable que la gouvernance centralisée, juste justifiée par un intérêt commercial. Alors, encore un concept, aujourd'hui c'est un podcast long, hein, parce que j'ai beaucoup, beaucoup à dire sur le logiciel libre. C'est ce qu'on appelle le vendor locking. Le vendor locking, en français, c'est le verrouillage fournisseur. C'est la situation, j'ai déjà évoqué, hein, mais où on devient tellement dépendant d'un seul fournisseur technologique qu'il est quasiment impossible d'en partir sans perdre énormément. C'est le gros principe de Mac, de Apple, avec l'exemple d'iCloud. Par exemple, iCloud, il y a vos photos, vos contacts, vos calendriers, vos fichiers, vos emails, vos notes. Tout est stocké dans le technosystème de Apple. Et si vous changez pour Android ou Windows, vous perdez l'accès à certaines fonctionnalités. Vous perdez la synchronisation fluide, vous perdez l'intégration parfaite, et la barrière de sortie devient surmontable. Et je connais plein de gens d'ailleurs qui restent avec Apple, avec le technosystème Apple, alors qu'ils voudraient bien passer à des téléphones Android, mais parce qu'ils se disent que ça va être trop la galère. Et donc aujourd'hui, même si un concurrent propose un produit techniquement supérieur, les gens restent chez Apple parce que migrer coûterait trop cher en temps et en complexité. On est vraiment prisonnier de leur système. Mais on peut se dire, ah, ça concerne que les gens qui sont chez Apple. Non, c'est le même mécanisme avec Google. Il y a Google Workplace, il y a Gmail, il y a Drive, il y a Docs, il y a Sheet, il y a Calendar, il y a Meet. Et une fois que votre identité entière est construite autour de ces services, on n'arrive plus à bouger, on ne veut pas changer. Oh là là, tout est chez Google, c'est tellement plus facile. Alors qu'aujourd'hui, les solutions open source, libres, et la plupart du temps, ou presque toujours gratuites, elles offrent une alternative qu'on appelle la portabilité, parce qu'ils utilisent des formats standards, ouverts, documentés. Si vous stockez par exemple vos documents au format ODT, qui est le format LibreOffice, vous pouvez les ouvrir avec n'importe quel logiciel. Si vous utilisez un client mail compatible IMAP standard, vous pouvez changer d'hébergeur sans perdre vos messages. C'est entièrement transparent. Nextcloud, par exemple, vous permet de migrer vos données facilement vers un autre fournisseur Nextcloud. Vous n'êtes pas prisonnier d'un seul endroit. Cette portabilité est la condition essentielle de la liberté numérique. Sans elle, vous êtes esclave. Avec elle, vous pouvez choisir, changer, comparer. Mais attention, parce que la portabilité, ça nécessite un petit peu de discipline, de garder nos données, de les conserver dans un format simple, non propriétaire, de ne pas dépendre d'une fonctionnalité exclusive à un logiciel fermé. Apprendre, c'est important, à maîtriser ces formats. C'est quelque chose qui s'apprend. Je vous donne quelques recommandations concrètes. C'est très simple, hein, et il y a des choses que vous faites déjà. Privilégiez des formats standards. PDF pour les documents finaux, ODT pour les documents éditables, MP3 pour l'audio,
JPG pour les images ou PNG pour les images, HTML pour les pages web et éviter les formats propriétaires exclusifs comme DocX, hein, vous savez, tous les documents qu'on nous envoie DOCX ou PPTX ou PSD, sauf vraiment nécessité absolue si la personne avec qui vous travaillez, il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce qui est très dommage, mais on pourrait commencer à parler avec elle un peu portabilité. Gardez vos données accessibles, stockez vos fichiers importants localement, pas uniquement dans le cloud. Et il est important d'avoir un disque dur externe chiffré. Et avec ça, vous pouvez sauvegarder facilement toutes vos données. Planifiez aussi les histoires de migration. Ne laissez pas l'accumulation de données rendre le départ impossible. Organisez régulièrement la portabilité de ce qu'on peut vraiment appeler des actifs numériques. C'est très important. Au départ, ces habitudes, elles peuvent sembler contraignantes, mais vous allez vite vous rendre compte qu'elles sont plutôt rassurantes sur le long terme, car vous serez libre avec l'option de partir quand vous voulez. Alors, avant de clôturer sur cette longue promenade, euh, il faut comprendre que les choix technologiques qu'on fait aujourd'hui, ils déterminent notre position dans les années à venir. Imaginez, dans 5 ans, une grande entreprise technologique fait faillite. Ou cette grosse entreprise change radicalement de politique, ou est sanctionnée par un gouvernement qui bloque son service dans notre pays. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Tout d'un coup, la France dit oh, on ne va plus utiliser les data centers aux États-Unis ou je ne sais pas quoi. Ou si un méchant président de la République américain, ce qui est impossible que ça arrive, décide on arrête de fournir nos services à la France ou à l'Europe parce que ceci, cela, tension politique. À ce moment-là, si vous dépendez entièrement de services propriétaires fermés, vous êtes à la merci de cette décision extérieure. Vous ne pouvez rien faire, vous subissez que deviennent votre compte, vos données, vos abonnements, etc. Si en revanche, vous avez construit votre environnement avec des technologies libres, open source, vous avez des possibilités. Vous pouvez migrer, vous pouvez reprendre le contrôle, vous pouvez continuer à utiliser vos données, même sans le service original. C'est pas de la paranoïa, ça, c'est de l'anticipation. Je prends un exemple assez récent. Quand Twitter est devenu X, quand ça a été racheté par Elon Musk, beaucoup d'utilisateurs ont perdu confiance. Certaines fonctionnalités ont changé, l'algorithme est devenu opaque et les résultats de recherche ont diminué. Que font ceux qui avaient prévu cette issue? Eh bien, ils utilisent maintenant Mastodon, qui est un réseau social open source décentralisé. Il n'y a pas de X unique, il y a de milliers de serveurs interconnectés. Si un serveur ferme, eh bien, vous migrez vers un autre sans perdre vos connexions ni vos publications. Mais la même logique s'applique à toutes les plateformes. L'auto-hébergement est rarement pratique pour le grand public, même si dans les entreprises, on a tendance à faire ça, mais ça représente un idéal vers lequel tendre. Sans aller jusque-là, l'auto-hébergement, on peut choisir des alternatives décentralisées, ce qui va réduire la concentration du pouvoir. Alors, autre menace émergente, l'intelligence artificielle dite générative. Ces modèles nécessitent d'immenses quantités de données pour s'entraîner. Elles sont prises où ces données d'après vous? Sur l'Internet public, sur vos publications, sur vos contributions. Tandis que si vous postez sur un réseau privé, si vous postez sur un réseau privé qui revend vos contenus pour entraîner des IA, vous financez donc gratuitement la création de substituts potentiels à votre travail. Alors qu'avec des plateformes open source, les conditions d'utilisation sont transparentes. Vous savez ce qui est fait de vos données et vous pouvez refuser si ça ne correspond pas à vos valeurs. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que mon futur sera compatible avec mes valeurs actuelles? Si la réponse est non, il est temps de planifier une transition. Donc, avant de se quitter, je vous fais une petite liste pour accompagner votre démarche de transition vers une souveraineté numérique réelle. Alors, 12 points je vous ai fait dans cette liste. 1. Évaluer son système d'exploitation. Pensez à migrer tous vos ordinateurs sous Linux. Ça va vous changer la vie positivement. 2. Tout ce qui est bureautique aussi. Migration vers la suite open source, par exemple LibreOffice ou OnlyOffice. Ça vous évitera de payer pour des logiciels alors que ceci fonctionne mieux. 3. Un navigateur sur Internet pour Internet bien configuré. Installez Firefox avec uBlock Origin ou Brave. 4. Stockage décentralisé. Un cloud alternatif comme Nextcloud, ProtonDrive, TutaDrive.
5, un email indépendant. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Donc, passez chez Tuta ou chez ProtonMail pour avoir un mail chiffré et arrêter d'utiliser Gmail. 6, mot de passe centralisé grâce à un gestionnaire de mots de passe installé, Bitwarden, KeePassXC XC ou autre, ou ProtonPass. 7, format de fichier standardisé. Utilisez des documents utilisant des formats ouverts. 8, auditez vos applications mobiles. Par exemple, vous pouvez installer des alternatives, la plupart du temps gratuites et libres, que vous pouvez trouver sur NeoStore, F-Droid ou autres, qui sont des plateformes alternatives à Google Play, par exemple, pour les gens qui sont sous Android. 9, les services décentralisés testés. Vous pouvez essayer des réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon. 10, une sauvegarde locale de vos données réalisée sur un support physique et pas que dans le cloud, surtout pour vos données critiques, professionnelles ou personnelles. 11, apprenez les techniques de base nécessaires, c'est ce que je propose dans mon bouquin, sur le site internet et dans mes formations. Et enfin, parlez-en, c'est le point 12, si je puis dire, à vos proches, à vos collègues, etc., de l'importance de tout ça pour que vous puissiez convaincre aussi votre entourage et qu'ils utilisent aussi des formats ouverts, etc. Donc voilà, 12 étapes. Ça ne veut pas dire que vous allez faire les 12 aujourd'hui, mais c'est un petit peu 12 choix que vous pouvez faire pour vous rapprocher d'une véritable autonomie numérique. Donc surtout, ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Commencer par exemple par le navigateur Internet, c'est facile, ça ne va pas changer grand-chose, ou d'installer une suite bureautique comme LibreOffice, ça ne va pas vous changer grand-chose, un gestionnaire de mots de passe, et puis progressivement, vous essayez d'appliquer ces 12 étapes. La souveraineté dans le domaine numérique comme ailleurs, c'est souvent une destination lointaine, mais chaque pas qu'on fait dans cette direction est important. Donc voilà, le logiciel libre, ce n'est pas qu'une histoire de technique, c'est aussi une question philosophique, politique et humaine. Être libre dans le monde numérique, ce n'est pas juste protéger ses données, c'est aussi posséder ses outils, c'est contrôler ses infrastructures et c'est participer à son environnement technologique. Ce n'est pas un chemin qui est toujours facile, mais personne ne peut le faire à votre place. C'est comme tous les apprentissages, on va faire des erreurs, on va revenir en arrière, on doit apprendre encore, on va recommencer, mais chaque effort vous rendra plus fort et plus capable et plus autonome. Donc la technologie, ça c'est très important comme principe, ça ne devrait jamais être une boîte noire mystérieuse, ça doit être un outil transparent, qu'on comprend, qu'on maîtrise et qu'on utilise selon nos propres termes, selon nos propres valeurs. C'est ça qu'on appelle la souveraineté numérique. Donc merci d'avoir fait cette petite balade avec moi, d'avoir réfléchi à l'importance de ce qui fonde notre liberté dans l'ère numérique, et vous pouvez retrouver plein d'autres informations et des compléments sur le site survienumérique.com ou dans mon bouquin Manuel de survie numérique pour tout ce qui sort en octobre 2026. Merci beaucoup, à bientôt, inscrivez-vous à l'infolettre et sinon à bientôt sur le chemin de la liberté numérique.